Alors bonjour, aujourd'hui nous allons faire la revue pour la 9e année en sciences SNC 1W. Je sais qu'il y a des examens qui s'en viennent, il peut y avoir un test qui s'en vient. Voici la revue pour maximiser la réussite. Ce sont les concepts ici de connaissances bien sûr, sachant qu'en classe, vous avez sûrement eu la chance de pratiquer ces choses. Alors, commençons. La première chose à considérer lorsqu'on a l'électricité, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, sûrement que dans le passé, vous avez vu des ballons comme ceci, et lorsqu'on prend le ballon, je vais le gonfler, donnez-moi un instant, faute de temps bien sûr. Alors, lorsqu'on a un petit ballon comme ceci et on le frotte sur ses cheveux, chose intéressante, c'est qu'il y a ici de l'électricité statique qui peut arriver. Lorsqu'on a de l'électricité statique, ici, on a un exemple, on a notre ballon. Il est neutre, on peut regarder, il y a le même nombre de positifs, de charges positives et négatives. Nous avons notre chandail ici, qui est aussi neutre. On peut voir le même nombre de positifs et négatifs. Et ici, sur le mur, on a aussi un mur qui est neutre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le ballon et qu'on l'approche ici de notre chandail, et qu'on brosse comme ceci, qu'est-ce qu'il va arriver? On remarque qu'il y a des électrons qui vont aller sur le ballon. Donc, on se retrouve ici avec un ballon qui émet une charge négative et un chandail qui émet une charge qui est beaucoup plus positive. Maintenant, la raison que ceci arrive, c'est qu'il y a des matériaux qui ont tendance à attirer fortement leurs électrons ou des électrons comme le caoutchouc comme ceci. Le chandail qui est fait de laine ici montre ça attire ces électrons, mais faiblement. Ça veut dire que lorsqu'on a de la friction, ça donne un peu d'énergie aux électrons. Ces électrons vont aller au ballon. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que si j'approche le ballon du mur, vous allez remarquer qu'il y a des électrons sur le mur qui sont repoussés juste un petit peu parce que le ballon est beaucoup plus négatif que le mur. Alors, chose qui arrive maintenant, on peut voir que sur le mur ici, il y a un endroit qui est un petit peu plus positif, donc les électrons sont repoussés un peu. Si je laisse le ballon ici, qu'est-ce qui va arriver? Le ballon va coller sur le mur parce que les charges négatives ici sont attirées par les charges positives ici qui sont induites et de façon à ce que le ballon reste en place. Après un certain temps, les électrons ici vont aller dans l'air parce qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air et l'eau. Les gouttelettes d'eau vont absorber ces électrons. Il y a ici des électrons qui vont sauter sur le mur parce que les électrons vont dire « Ah, on a un endroit où aller ». Et éventuellement, la différence de charge va diminuer et le ballon va finir par tomber par terre. Très bien. Donc, je le refais une autre fois. Donc, ici, nous avons un chargement par friction. Donc, il y a une friction qui est entre le ballon et le chandail. Nous avons ici un changement ici par induction. Donc, on a ici que le ballon ne touche pas au mur, mais tout de même, il y a des électrons qui sont déplacés un peu plus loin. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que si je laisse le ballon comme ceci, le ballon est attiré par le mur et le ballon va toucher. Si je mets le ballon ici, qu'est-ce qui va arriver? Puisque le ballon est négatif, celui-ci va être attiré par le chandail qui est positif. Voilà. Et c'est pour ça que quelquefois, lorsqu'on fait le lavage et qu'on met des vêtements qui sont en laine, souvent lorsqu'on les sort de la sécheuse, si vous utilisez une sécheuse, les vêtements vont coller l'un sur l'autre. La meilleure façon de pouvoir éviter cela, il y a des petites feuilles qu'on peut mettre dans une sécheuse et ceci redistribue les charges, ce qui permet d'avoir des vêtements qui ne sont pas chargés. Donc, ça ici, c'est utile. Maintenant, afin de pouvoir expliquer un peu comment est-ce qu'il y a des matériaux qui attirent plus les électrons que d'autres, voyons voir si on peut regarder quelque chose qu'on appelle la série triboélectrique. Donc, ou une série électrostatique, ce sont deux choses qui sont semblables. Donc, lorsque nous avons une série électrostatique ou une série triboélectrique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a, avec les siècles, bien sûr, avec les scientifiques qui se sont amusés avec l'électricité statique, ils ont remarqué qu'il y a certains matériaux qui ont tendance à attirer faiblement les électrons et d'autres matériaux qui ont tendance à attirer fortement les électrons. Ça veut dire, comme on a vu tout à l'heure, si nous avons les cheveux et nous avons le caoutchouc dur ici qui est débonique. Donc ça, c'est un exemple ici
On a ici un caoutchouc qui est dur, mais moi, j'aime bien avec les ballons parce que ça nous permet de pouvoir faire des activités intéressantes dans la classe. Nous avons ici, lorsque les cheveux sont sur le caoutchouc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des matériaux qui attirent faiblement les électrons et le caoutchouc qui attire plus fortement les électrons. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on attire fortement les électrons, on va se retrouver avec des matériaux qui seront beaucoup plus négatifs. Et puisqu'il y a on a un objet qui est neutre qui va perdre des électrons, on a des matériaux qui vont devenir positifs ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a la laine ici et le caoutchouc, les deux vont s'attirer maintenant parce qu'ils ont des charges qui sont opposées. Donc, dans un test ou un examen, je mets toujours la liste ici triboélectrique. Ça permet aux élèves de pouvoir comprendre ce qui se passe et non pas essayer de mémoriser cette grande liste. Donc, lorsqu'on est en laboratoire, on peut utiliser des bâtons ici, des bonites. Nous avons aussi des bâtons de verre. Et bien sûr, on peut utiliser, ça ici, c'est une petite peau de lapin qu'on peut utiliser. Alors, une petite fourrure. Et on peut bien sûr faire nos tests de cette façon-là. Dans ma classe, j'utilise un ballon. Ça donne des résultats qui sont excellents et les élèves peuvent s'amuser aussi. Donc ça, c'est le premier sujet sur l'électricité statique. On a parlé des charges. Maintenant, voyons voir si on peut parler des charges et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a ceci. On en a déjà mentionné un petit peu quelques sujets. Chose intéressante lorsqu'on a des charges qui sont différentes, ces charges vont avoir tendance à s'attirer comme ceci. De la même façon, si on a des charges positives et neutres ou négatives et neutres, ceux-ci seront attirés l'un et l'autre. Par contre, si on a des charges qui sont similaires, ceux-ci vont se repousser, tandis que si on a des charges ici deux négatives, ces deux vont aussi se repousser. Ça, ce sont les propriétés des charges qui deviennent intéressantes. En classe, on a travaillé avec un appareil qui s'appelle un électroscope et voyons voir si on peut parler un peu de ce que cet électroscope peut nous montrer en classe. Je reviens. Lorsqu'on parle d'électroscope, voyons voir ce que nous avons ici. Premièrement, nous avons un électroscope qui est comme ceci. C'est une boule de métal ici avec une tige de métal avec deux petites feuilles qui sont très légères, qui sont aussi des conducteurs. Ça veut dire que les électrons peuvent se promener facilement, contrairement à ce que nous avions tout à l'heure avec ici l'électricité statique, où on utilise des isolants. Une fois que les charges sont ici ou ont quitté, on a des charges qui sont maintenant spécifiques parce que les électrons ne peuvent pas se promener. Alors ici, nous avons une tige qui est négative. Donc, ça serait par exemple un bâton des bonites comme ceci avec un peu de fourrure de lapin. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura à ce moment-là de l'électricité statique sur le bâton et la charge serait négative. Donc, on a un bâton négatif comme ceci et un électroscope qui est neutre. On peut voir ici le même nombre de positifs que de négatifs. Alors, on a chargé ce bâton ici par frottement. Donc, ici, on va voir. Alors, par frottement, c'est lorsque nous avons, par exemple, cette fourrure et le bâton, lorsqu'on a de la friction, comme ceci, la friction fait qu'il y a des charges. Et si on regarde, on peut sûrement voir qu'il y a, voyons voir, il y a ici les petits poils qui sont attirés par le bâton, comme ceci. Voilà. Très bien. Maintenant, lorsqu'on approche ce bâton de l'électroscope, mais qu'on ne touche pas, on a ici, on peut voir ici par induction. Nous avons ici un bâton négatif qui va s'approcher ici, mais puisque nous avons ici un électroscope qui est fait de métal qui conduit les électrons qui sont ici vont passer de la boule ici et vont descendre vers les petites feuilles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ici, les deux petites feuilles vont se distancer parce que puisqu'ils ont les mêmes charges, les deux veulent se repousser et donc on peut voir physiquement les deux petites feuilles se déplacer.
Donc, ça, on appelle ça ici de l'induction. Très bien. Maintenant, lorsqu'on touche ici notre électroscope avec notre bâton, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il y a des électrons qui vont être attirés par la charge positive qui est sur la petite boule ici. Donc, vous vous rappelez ici, par induction, les électrons ont descendu, donc on a quelque chose d'un peu plus positif. Donc ici, par contact, nous avons des électrons qui vont sauter sur l'électroscope. Donc déjà, nous avions des charges négatives. Il y a des charges négatives qui sont ici. On ajoute des charges négatives. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'on prend le bâton et on l'éloigne de nouveau, on se retrouve avec ici un électroscope qui est chargé négativement. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut, en utilisant l'induction, on peut, et par le contact, on peut créer des objets qui sont chargés. Et ça, c'est intéressant parce que si on utilise des circuits électriques, on peut intentionnellement charger des objets qu'on peut utiliser soit en créant des filtres électrostatiques, en utilisant la peinture. Lorsqu'on peinture des voitures, par exemple, on peut mettre des charges aux particules de peinture, donc qui est fantastique. Ça permet d'avoir une adhésion de la peinture plus facilement. Et donc, ça devient intéressant de ce côté-là. Donc ça ici, c'est notre électroscope. Et on a fait, par frottement, on a chargé le bâtonnet. Par induction, on a pu voir que les électrons se promènent. Par contact, nous avons ici un chargement d'un électroscope pour permettre d'avoir celui-ci négativement. Ceci peut fonctionner aussi, bien sûr, si nous chargeons par friction un bâton ici qui est positif. Lorsqu'on le fait, on prend le bâton positif et qu'on approche ici, les électrons seraient attirés par ce bâtonnet. Donc, les deux petites feuilles ici seraient positives et donc se distancent. S'il y a contact, le bâton positif irait ici, toucherait, les électrons quitteraient l'électroscope parce qu'ici on a un bâton positif et ça nous permettrait d'avoir le chargement d'un électroscope qui est positif. Si vous voulez voir des exemples, allez voir vos notes de cours, ça va vous aider. Sinon, si je me rappelle bien, j'ai une autre vidéo sur ce sujet ici en classe. Voyons voir si on peut parler de la foudre pour expliquer ce qui se passe. Lorsqu'on parle d'un éclair, nous savons que, si je reprends mon dessin, ma photo de tout à l'heure, j'ai ici la tour du CN et on a un éclair qui va toucher cette tour. Comment est-ce que ceci est fait? Donc, voyons voir. Premièrement, lorsqu'on a une belle journée ensoleillée, il n'y a pas de difficulté, ça va très bien. Par contre, en météo, lorsqu'il y a du vent qui a tendance à être plus sec et un vent qui a tendance à être plus humide, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a de la condensation qui se passe, surtout lorsqu'il y a des grandes différences de température de l'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des nuages qui sont formés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il y a une grande quantité d'humidité, les nuages deviennent de plus en plus grands. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a de la friction entre différents nuages. Donc, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a le nuage qui va de ce côté-ci. Il y a le vent qui se va comme cela. Et comme on a vu tout à l'heure, s'il y a de la friction, il y a des électrons qui vont se promener. N'oubliez pas que les électrons se promènent parce qu'ils ont un petit peu plus d'énergie, donc ça leur permet de pouvoir bouger plus rapidement. Si vous n'êtes pas sûr, prenez vos mains et frottez vos mains comme ceci. Vous allez ressentir un petit peu de chaleur due à la friction. Avec un peu de chaleur, un peu d'énergie, les électrons vont bouger. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que nous avons des électrons. Prenons ici des électrons. Quelle couleur? C'est comme cela. On a des électrons qui vont partir de l'air et qui vont sauter et s'accumuler dans le nuage. Donc, lorsqu'un nuage est neutre, il n'y a pas de difficulté. Par contre, avec le temps, s'il y a une augmentation du nombre d'électrons dans le nuage, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va se retrouver avec de l'induction possible.
Tout à l'heure, lorsqu'on a un nuage qui est neutre, nous avons un arbre qui est neutre comme ceci, et on a ici quelqu'un qui a aussi une charge neutre. Maintenant, n'oubliez pas que dans un arbre ou dans un humain, il y a bien sûr des fluides qui contiennent des électrolytes. Ça veut dire que les électrons peuvent se promener dans cette matière. Donc, si on a un nuage ici qui est plus négatif, par induction, parce que s'il y a de plus en plus d'électrons, il y aura dans l'arbre ici un mouvement d'électrons. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les électrons vont se retrouver à la Terre ici. N'oubliez pas que si nous avons ici un endroit qui est neutre, le sol est aussi neutre. Si nous avons ici un nuage qui est négatif, les électrons vont être repoussés ici. Dans la Terre, les électrons seront repoussés. Et n'oubliez pas que à la surface, on se retrouve avec une charge plus positive. Maintenant, ça, c'est fait par induction. Maintenant, s'il y a de plus en plus d'électrons, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons ici vont dire, on a un endroit qui est positif, voyons voir si on peut aller faire un tour pour aller se promener. Il y a toujours des électrons qui peuvent bouger parce qu'ils vont sauter de petites gouttelettes à gouttelettes dans l'eau ou de poussière ou de molécules. Et l'éclair peut se rendre sur l'arbre ici. On a sûrement déjà vu des photos ou on a sûrement déjà vu des vidéos où on a des arbres qui sont touchés par les éclairs. Mais si on a ici un arbre qui a une tête qui est positive et un humain qui est ici, on ne veut pas que l'éclair touche à cet humain. Parce que bien sûr, c'est dangereux. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui vont jouer au golf, par exemple, ou sont dans un endroit qui est un terrain plat, et qu'il n'y a pas d'arbre qui est coupé, l'endroit qui est le plus positif sur le terrain est la personne. Et donc, un éclair peut aller facilement. C'est pour ça que lorsqu'on joue à l'extérieur durant l'été, on est à la piscine, on joue au golf, ou on joue au soccer, on vous dit souvent, il faut entrer à l'intérieur si on commence à entendre le tonnerre, parce que si on entend le tonnerre, la foudre peut venir et donc c'est dangereux. Maintenant, que se passe-t-il avec la tour du CN? Pour la tour du CN, c'est la même chose. Si on a une accumulation de charges négatives dans le nuage, ces électrons veulent aller faire un tour sur le point le plus haut et la raison de cela, c'est que c'est le point par induction qui est le plus près du nuage qui sera positif. Et puisqu'on met un fil électrique, donc il y a un fil électrique qui va jusqu'à la Terre ici, on a ce qu'on appelle une mise à la Terre. La mise à la Terre, qu'est-ce que c'est? C'est un fil électrique. C'est quelque chose qui permet, s'il y a une augmentation d'électrons à un point, d'avoir des électrons qui peuvent se rendre à la Terre, qui permet de pouvoir protéger les structures. Ceci se passe sur les grandes tours, bien sûr, mais si on a des maisons comme ceci, c'est important d'avoir une mise à la Terre. Si on a des grandes bâtisses, c'est important. Cette mise à la Terre, on a même un nom pour cela. On appelle ça un paratonnerre. Voyons voir, je vais l'écrire. Donc, un paratonnerre, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet aux électrons qui viennent des éclairs de pouvoir suivre celui-ci, de façon à ce que s'il y a un éclair, ça va suivre, et ça permet de protéger les circuits. Maintenant, ici, on parle d'électricité statique,
Bien sûr, si on regarde à la maison, donc je suis ici en Amérique du Nord, si on regarde ici une prise de courant, donc ça a été recyclé, bien sûr. Donc, on peut voir qu'il y a deux petites touches ici. Il y a une charge positive et négative. Et le petit rond ici permet d'avoir une mise à la terre. Donc, s'il y a une surcharge ou il y a une difficulté dans un circuit électrique, il y a toujours moyen de pouvoir sécuriser un bâtiment. Et ça nous permet de pouvoir regarder la différence entre toutes les parties qui se rapportent à l'électricité statique. S'il arrive que jusqu'à maintenant, vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de mettre votre question de clarification dans les commentaires ci-dessous. Je suis ici toujours pour répondre à vos commentaires. Donc ça, c'est important. Et puis, dans un instant, je vais parler maintenant des circuits, parce que lorsqu'on parle d'électricité, pouvoir contrôler les électrons dans des circuits électriques permet de pouvoir faire des choses fantastiques. Donc ça sera la deuxième partie de notre vidéo aujourd'hui. Nous allons maintenant parler de circuits. Et pour pouvoir parler de circuits électriques, il faut parler bien sûr de différents symboles qui nous permettent de faire des dessins. Comme les dessins que j'ai faits ici, ça simplifie la façon qu'on peut représenter les circuits. Alors voyons voir quels sont les symboles ici. Le premier, nous avons des conducteurs qui sont des lignes qui sont solides comme cela. Nous avons des interrupteurs ouverts ou fermés. Nous avons ici des piles. Donc, on a ici une petite ligne qui est verticale et une autre longue ligne qui continue. Alors ça, ce sont des conducteurs et ça représente une pile. Lorsqu'on a une batterie, c'est plusieurs piles ensemble. Donc, on a ici notre conducteur. Alors ici, on a petite ligne grande, petite grande, petite grande. Habituellement, on en met un maximum de 3. Et si on se retrouve avec un voltage qui est plus grand, on va utiliser 6 volts, 12 volts, mais avec le même symbole. On a ici un cercle avec un A, qu'on appelle ça un ampère-mètre. On a ici un cercle avec un V, qui est le voltmètre. On a ici un cercle avec un X, qui représente une ampoule. Quelquefois, il y a aussi, c'est comme des petits cercles, des petits tourbillons. On pourrait faire ça avec un cercle, ça représente des ampoules, une façon de transférer l'énergie des piles ou des batteries à de l'énergie lumineuse. On a bien sûr un M dans un cercle qui représente des petits moteurs. Ça, ce sont des symboles que je vais utiliser pour continuer cette vidéo. Maintenant, regardons maintenant deux types de circuits. Le premier, c'est un circuit qu'on appelle en série. Un circuit en série, c'est lorsqu'on a notre pile ici. Ici, j'ai un interrupteur qui est ouvert. On a une ampoule et ça revient. Il y a seulement un chemin pour les électrons. Aussitôt que je prends, voyons voir, le rouge, pourquoi pas. Aussitôt que je prends mon interrupteur et que je le ferme, un interrupteur fermé permet aux électrons de se promener. On a donc ici une bande qui est négative, une bande positive pour la pile. Ça veut dire que les positifs vont commencer à attirer des électrons, qui vont attirer des électrons. Et ici, les électrons seront repoussés l'un et l'autre, comme cela. Et ça veut dire qu'on a maintenant un mouvement d'électrons dans un circuit simple. Il y a seulement un chemin. Ça veut dire que tous les électrons qui partent de la pile vont avoir 1,5 volts d'énergie. Ce 1,5 volts d'énergie va être donné ici à l'ampoule pour l'allumer et on va avoir un retour qui va continuer ici. Je rappelle que ça, c'est une vidéo de revue. Sur cette chaîne, j'ai plusieurs vidéos qui expliquent chacun de ces types de circuits, bien sûr. J'ai ici un autre circuit qu'on appelle un circuit en parallèle. Lorsqu'on a un circuit en parallèle, on a ici notre batterie. Donc, la raison pourquoi c'est une batterie, c'est qu'il y a ici plus qu'une pile. On a un interrupteur qui est fermé. On a nos conducteurs. Et ici, j'ai mis 3 ampoules. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des électrons qui vont revenir à la pile pour chercher l'énergie. Donc, puisqu'on a 3 volts d'énergie pour les électrons vont pouvoir circuler parce que l'interrupteur est fermé et les électrons vont avoir 3 chemins possibles pour pouvoir aller. C'est un peu comme la circulation en voiture. Les électrons vont passer dans la première ampoule pour commencer, mais ici, il y aura une résistance.
ça va ralentir les électrons pour le transfert d'énergie pour faire de la lumière. Ça veut dire qu'il y a d'autres électrons qui vont dire, ah, il y a un ralentissement ici, on va aller au suivant, ralentissement ici, on va au suivant. Maintenant, lorsque les électrons vont dans les trois branches, ceux-ci vont suivre, bien sûr, le chemin du retour qui est comme ça. Lorsqu'on a ici des ampoules qui sont en série, chacun ici aura 3 volts. On va voir. Chacun aura 3 volts parce que chaque électron qui vient ici à la batterie à 3 volts pourra donner 3 volts avant de revenir ou donner 3 volts avant de revenir ou donner 3 volts avant de revenir. Donc ça, c'est la différence entre un circuit en série et en parallèle et comment est-ce que les électrons bougent. Maintenant, nous allons regarder des circuits qui sont un petit peu plus complexes de façon à ce qu'on puisse avancer dans la revue de notre test et examen qui s'en vient. J'ai maintenant un circuit qui contient ici un circuit en parallèle, mais si on est pour prendre, si je suis pour cacher cette section, on peut voir que c'est comme si c'était un circuit en série. Si j'étais pour cacher cette partie-ci, on pourrait voir, c'est comme si nous avions un autre circuit en série. Alors, si on se retrouve avec un circuit qui semble complexe, on peut toujours cacher des sections pour nous aider. Maintenant, ce qui est intéressant ici, j'ai un circuit avec des ampoules identiques. Alors, regardons un peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des électrons qui se promènent. Le voltage ici, ça c'est l'énergie des électrons. Voltage. Un autre, alors, le vrai mot, c'est la tension. La tension, c'est l'énergie des électrons qui est, et dont l'unité, c'est le volt. Donc, l'énergie des électrons. Maintenant, il y a aussi l'intensité du courant. Très bien. Donc, première chose à considérer, on a la tension, et la tension, c'est l'énergie des électrons. L'unité, les unités, ce sont les volts. Comme ceci. L'autre, c'est le courant. Le courant, c'est la quantité d'électrons qui passent par seconde à un endroit donné. Donc, disons à cet endroit juste ici. Et ça, nous avons une unité qui est l'ampère. Comme ceci. Ça veut dire que si nous avons notre circuit qui est comme ceci, nous avons des électrons qui ont 6 volts. Donc ça, c'est négatif, ça, c'est positif. Les électrons vont passer. Maintenant, ce qui est intéressant, les électrons peuvent circuler parce que le circuit est fermé. Les électrons vont avoir 2 chemins possibles ici. Maintenant, ce qui est à considérer, c'est que les électrons qui vont passer ici vont passer à travers une ampoule comme ceci. Ça veut dire que tous les électrons qui ont 6 volts vont donner 6 volts ici. Donc, toute leur énergie avant de revenir à la pile. Donc, ça, c'est un circuit qui est simple comme ceci et toute l'énergie est donnée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on a un circuit en parallèle, mais au lieu d'une ampoule, on en met 2, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons arrivent ici, ils vont dire, oh, on a une ampoule, ça va, mais on a maintenant 2 ampoules. Ça veut dire que les électrons vont chacune donner 3 volts pour chacun de ceux-ci avant de revenir. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut considérer que les électrons, en donnant 3 volts ici, vont avoir un ralentissement. Ça veut dire que lorsqu'on a un circuit, il faut considérer 2 choses. Il faut considérer l'énergie des électrons. Donc, s'il y a une ampoule, toute l'énergie va être donnée. S'il y en a 2, si les ampoules sont identiques, l'énergie sera divisée avant de revenir. Si on a le courant ici qui passe par la pile va être divisé en 2 parties. S'il y a 2 ampoules ici,
les électrons seront plus ralentis parce qu'il y a deux choses à faire au lieu d'une. Donc, l'énergie va passer plus rapidement ici. Les électrons vont passer plus rapidement ici que là. De la même façon, moi, je parle souvent de mes élèves. Si on est, par exemple, à la maison et on a une activité, on va manger le déjeuner, on donne toute notre énergie pour l'activité et on revient à la maison pour prendre d'autres énergies et c'est la façon de le faire. Par contre, si on va à l'école, on prend le déjeuner, on va à l'école, on a ici la première classe, on a la deuxième classe et on revient manger au lunch. Maintenant, si nous avons deux choses à faire, il y aura moins d'énergie donnée à chacune. De la même façon, par exemple, si vous jouez au, je ne sais pas, un sport comme le foot ou le soccer, si vous jouez et il y a seulement un match, vous allez jouer différemment que si vous avez deux matchs dans la même après-midi. Vous ne pouvez pas donner aux deux matchs à faire dans l'après-midi autant d'énergie que s'il y en avait seulement un. Parce que d'une certaine façon, il faut conserver un peu notre énergie pour pouvoir avoir d'énergie pour la deuxième partie. Donc ça, c'est un peu les choses à considérer. Et comme j'ai mentionné ici, il y a deux informations utiles. La tension, qui est l'énergie des électrons, et il y a le courant, qui est le nombre d'électrons qui passent. Et il y a ici un scientifique qui s'appelle Ohm qui a mis tout cela en place, et on appelle ça la loi d'Ohm, et on en parle dans un instant. Lorsqu'on parle de la loi de Ohm ici nous dit que la tension égale au courant fois la résistance. La résistance, c'est la capacité d'une substance de pouvoir ralentir des électrons et donc permettre un changement. N'oubliez pas que les énergies des électrons peuvent être transformées de plusieurs façons. On peut avoir de la lumière, on peut avoir le son, on peut avoir le mouvement et on peut avoir la chaleur. Les quatre grandes façons de transférer l'énergie. Donc, j'avais un téléphone ce matin. Donc, si on prend notre téléphone ici, voyons voir, le téléphone ici, un téléphone est une façon excellente de résumer tout ce qui se passe. On a ici une batterie qui va donner de l'énergie au téléphone et le téléphone permet d'avoir des images, donc la lumière. Lorsqu'on parle à quelqu'un, permet d'avoir du son. Il y a même le haut-parleur si on le fait avec un haut-parleur. On a aussi de la chaleur. Quelquefois, si on utilise notre lampe de poche pendant longtemps, notre téléphone peut chauffer, bien sûr. Et le troisième est le mouvement. Quelquefois, on peut avoir des notifications qui sont sonores, mais il y a aussi le téléphone qui peut vibrer. Et à ce moment-là, c'est le mouvement. Alors, ça, c'est la façon qu'on peut transférer l'énergie. Maintenant, V ici, c'est la tension avec une unité en volts, V. Le courant, c'est l'intensité de courant, le nombre d'électrons qui arrivent à un endroit, qui passent à un endroit spécifique à un moment donné, en ampères. Et la résistance, c'est la faculté d'une matière à ralentir les électrons. Donc, j'ai mon circuit qui est ici, qui n'a pas changé. Moi, j'ai dit que si j'ai 6 volts ici et que mon 6 volts passe ici, nous avons 1 ampère qui va passer avant de retourner ici. Alors, en indiquant ces deux nombres, j'ai fait mes calculs. Donc, on a V égale à R fois I. On a le voltage qui est 6 volts fois la résistance fois ici le courant qui est 1 ampère. Ici, j'isole le R qui nous donne une résistance de 6 ohms. On a ici la lettre grecque oméga qui est l'unité de résistance. Très bien. Puisqu'on a tous des ampoules identiques, ça veut dire que chacune des ampoules qui sont ici ont aussi une résistance de 6. Donc, si je prends ma loi d'Ohm, nous avons ici le voltage qui est égal à la résistance fois l'intensité de courant. Moi, je veux savoir ici, si je fais mes calculs, je sais que j'ai 3 volts qui sont ici, mais puisque la résistance, je vais faire le calcul de nouveau, comme ceci. Voilà. Si on a 3 volts fois I égale à 3 volts sur 6 ohms. Le
le courant égale à 0,5 ampères. Donc, en utilisant notre équation, on sait que le voltage ici est 3 volts parce qu'on divise en deux l'énergie des électrons. On a une résistance qui est 6 ohms qui égale fois l'intensité. On isole I pour l'intensité de courant qui fait 3 volts divisé par 2 ohms qui nous donne un courant de 0 on est en français, 0,5 ampères. Ça veut dire que dans ces deux ampoules, on a 0,5 ampères qui vont passer, donc la moitié moins d'électrons que s'il y avait seulement une ampoule. C'est pour ça que l'intensité est plus petite. Donc, on peut voir la relation entre ces trois qui sont ici. Très bien. Maintenant, si je suis pour regarder ce que nous avons ici, si on a si nous avons notre pile, notre batterie qui a 6 volts, et on a une ampoule, on a 6 volts, on a mentionné qu'il y a 1 ampère, ça va très bien. Si on a 2 ampoules, le 6 volts ici est divisé en 2, donc chacun ici a 3 volts. Nous avons aussi fait le calcul avec la loi d'Ohm qui nous dit qu'il y a 0,5 ampères qui passe ici à chacune de ces ampoules. Ça veut dire que si on utilise un outil qu'on appelle un ampèremètre, les ampèremètres sont connectés ici en série. On veut savoir la quantité d'électrons qui passent. Il y a 1 ampère qui passe ici. Puisqu'il y a 0,5 ampères qui passent dans chacune des ampoules, on a 0,5 ampères. Mais ça veut dire que les électrons qui passent ici et dans la deuxième branche, lorsqu'ils vont passer ici, on se retrouve avec un total de 1,5 ampères. Et la raison pour cela, c'est qu'il y a 1,5 ampères qui passe ici, 1 ampère va passer là et 0,5 va passer ici pour avoir 1,5. Donc, si ça montre que si on a une branche, on a 1 ampère qui passe. Si on a l'autre branche, il y a 0,5 ampères. Ça veut dire que plus il y a ici de segments en parallèle dans un circuit en parallèle, plus le courant va augmenter. Et ça, c'est important à savoir parce que s'il y a trop de courant, il y a des fils qui vont chauffer. Et ça peut être dangereux pour la maison. Donc, dans les maisons ici, on a souvent ce qu'on appelle des disjoncteurs. Les disjoncteurs ici, ce sont des appareils qui, s'il y a trop de courant, ça va chauffer. Et ici, le circuit va ouvrir automatiquement pour protéger la maison. Une fois que ça s'est fait, il n'y a plus d'électrons qui passent. La chaleur des fils vont descendre. Et à ce moment-là, on peut rallumer notre disjoncteur et pouvoir faire fonctionner nos appareils. Mais n'oubliez pas que s'il y a une surcharge, comme ceci, et notre disjoncteur ouvre le circuit, c'est important de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour permettre ou pour causer le disjoncteur d'ouvrir. Comme ça, on peut rectifier la situation et on peut remettre ici notre disjoncteur sans qu'il y ait de problème. Donc, à la maison, j'ai une prise de courant s'il y a le micro-ondes et aussi le petit four grille-pain. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si les deux fonctionnent en même temps, il y a trop d'énergie utilisée et le disjoncteur va allumer. Donc, tout le monde sait à la maison qu'on utilise soit le grille-pain ou on utilise le micro-ondes, mais pas les deux en même temps. À vrai dire, j'ai mis une barre de tension qui alimente les deux appareils. Ça veut dire que si les deux sont utilisés, la barre de tension va ouvrir le circuit au lieu que je sois obligé de toujours aller dans le sous-sol pour fermer le circuit après qu'ils aient été ouverts. Donc, voyons voir. Loi d'Ohm, je pense que c'est bon. Et donc, ça, ce sont les grands sujets qui seront couverts dans l'examen. S'il arrive que vous remarquez que j'ai oublié un sujet ou que vous avez des questions de clarification, n'oubliez pas de les mettre dans la section ici au-dessous. Et entre-temps, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo pour continuer notre apprentissage et je vais faire ici la revue de la chimie qui est une autre unité sur l'examen. On se voit là dans un instant.